Mon rôle, c'est protéger financièrement les personnes d'un aléa de la vie. Donc ça peut être un accident, une maladie grave, un décès. C'est vraiment la protection financière des personnes, de la famille, des enfants, assurer un avenir serein. Agents généraux, puis d'autres, des conseillers en gestion de patrimoine par exemple. On a un devoir de conseil. Franchement, je vais pas vendre pour vendre. Je vais vraiment vendre dans le but d'avoir le meilleur conseil possible. Il y a un caractère empathique à avoir. En fait, il faut écouter son client. J'ai eu sur le Pôle emploi une erreur de calcul de mon comptable, de mon ancien comptable. Donc j'ai eu 4 000 € de trop perçus. Je termine de rembourser un prêt de 30 clients, donc c'était à peu près 9 000 €. Je leur explique que vraiment le système par répartition actuellement il est plus viable. PER c'est clairement indispensable. J'ai eu des contrats du coup grâce à LinkedIn. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui donne la parole aux acteurs du secteur de l'assurance. Moi c'est Antoine Gandois, spécialisé dans le reporting Solvabilité 2 et comptable. Dans ce podcast, nous mettrons en lumière les professionnels du secteur de l'assurance en mettant en avant leur métier, parcours, synonymes de réussite ou d'échec. Nous aborderons également les faits d'actualité et les enjeux dans un secteur qui ne cesse d'évoluer au quotidien. Bonne écoute à tous. Bienvenue dans Assurance en coulisses, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de l'assurance avec des rencontres, des parcours inspirants et des regards éclairés sur un secteur qui nous concerne tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une professionnelle de terrain, une femme engagée et passionnée par son métier, Ophélie, agent général prévoyance patrimoine A2P. Avec elle, on va parler de son parcours, de son quotidien d'agente, des défis qu'elle relève chaque jour, mais aussi des grands enjeux qui traversent le monde de l'assurance aujourd'hui, les évolutions de besoins clients et les sujets de société. Un échange sans jargon, riche en anecdotes et en réflexions. Bref, restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour Ophélie. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te décrire dans la façon où tu le souhaites ? Sur le plan perso, on va dire, mon entourage me fait souvent le retour d'un rayon de soleil, que je suis une boule d'énergie, que j'aime bouger, que je suis toujours positive. Ça doit être lié à mon signe astrologique, le bélier. J'aime bien foncer. Après, il fonce et réfléchit après. Donc des fois, ça peut être un peu préjudiciable. Sur le plan pro, on me dit que que j'ai une approche humaine, une approche pédagogique et douce. Et alors, avant de commencer, j'ai une petite question signature mystère, mais si ton métier devait être un sport, quel serait-il ? Je dirais le marathon, la course à pied. Du coup, c'est vraiment, de toute façon, c'est l'entrepreneuriat de manière générale. On doit vraiment semer des graines tous les jours et puis préserver pour avoir la pérennité de notre activité finalement. Donc c'est pas un sprint, c'est vraiment semer des graines pour que finalement le plus longtemps possible on tienne. Et le marathon, c'est quelque chose que tu voudrais faire un jour ou... Oui, parce que du coup je me suis inscrite pour le marathon de Paris l'année. Ah bah top, moi qui l'ai fait, franchement c'est une chouette expérience. Tu ressors là-dedans, t'es quand même... c'est vraiment impressionnant, toute l'étape, comme on dit, c'est surtout le parcours qu'il faut compter et pas l'objectif. Là c'est vraiment le parcours d'entraînement qui est vraiment présent pendant plusieurs mois. C'est ça, ouais, 3 mois en avance, le minimum quoi, on m'a dit, faut vraiment tenir le coup mentalement. Pour moi ça me fait pas peur entre guillemets parce que du coup j'aime bien me lancer des défis, des challenges comme ça et voilà, ça montre un peu le tempérament. On va y arriver, du coup, le challenge de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais un peu plus m'expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à te lancer en fait dans l'entrepreneuriat en tant qu'agente générale ? Pour être honnête, c'est vraiment un hasard parce que finalement j'ai fait un BTS commerce international, j'ai fait une licence pro marketing, achat-vente à l'international, puis un master marketing et mon alternance elle était Saint-Gobain-PAM en assistante commerciale export. Donc rien à voir avec les assurances. Je suis diplômée donc en septembre 2020 et tout était carrément bloqué, que ce soit les entreprises avec le Covid. Niveau recrutement c'était compliqué. Marketing c'était un poste je pense qui sautait facilement pour faire des économies. Donc finalement j'ai pas trouvé de quelque chose qui m'intéressait sur le plan là. Donc je me suis dit je vais regarder tout ce qui est commerce. En échangeant avec une amie sur nos recherches d'emploi. Parce que de base je voulais aller à l'étranger pour faire une année sabbatique, mais les frontières étaient fermées, donc il fallait que je revoie autrement mon idée. Et ensuite, mon ami s'est fait contacter par mon inspecteur AXA
prévoyance patrimoine, donc au hasard. Pour le coup, ça l'intéressait pas de devenir indépendante et elle voulait rester dans la com, marketing, alors que moi j'étais plus ouverte et j'aime le contact humain, j'aime les challenges. Donc au final, là, il y avait tout de réuni. Voilà, un accompagnement financier, un accompagnement humain. Clairement, j'avais rien à perdre en me lançant dans cette aventure. Et donc là, ça fera bientôt 4 ans. Avant de te lancer dans cette aventure, comment toi tu voyais l'assurance en règle générale? L'assurance, je voyais ça complexe et puis assez intéressant aussi parce que j'ai fait un petit peu de... Comment dire j'étais pendant les périodes de vacances scolaires à la BNP Paribas par ma tante qui y travaillait. Mais finalement, banque assurance, ça se rejoint un petit peu. Et le milieu-là ne me déplaisait pas. C'est marrant ça, on est tous passés par faire des stages d'été via les parents. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, il y avait un petit nom comme ça, on était à l'accueil pour assurer les congés en vacances scolaires. Ouais, moi ça aussi je l'ai fait, ouais, à l'accueil, t'encaissais les chèques. En même temps, ça fait découvrir un autre secteur, quoi. Et pour le coup, tu vois, si tu avais en une phrase, un petit challenge, comment tu pourrais vraiment décrire ton métier à quelqu'un qui connaît pas trop le secteur de l'assurance en tant qu'agent général, ça serait quoi? Mon rôle, c'est protéger financièrement les personnes d'un aléa de la vie. Donc ça peut être un accident, une maladie grave, un décès. C'est vraiment la protection financière des personnes, de la famille, des enfants, assurer un avenir serein. Comment tu arrives du coup à avoir ce contact client et de pouvoir quand même réussir à partager du coup cette vision, comme tu dis, de prévention? Parce que souvent maintenant on parle beaucoup de prévention dans l'assurance pour éviter les risques, la survenance des risques. Toi ça, comment tu l'abordes au quotidien? Du coup, je parle de cas concrets. Je fais beaucoup de storytelling et en fait, je sensibilise avec des cas concrets, ce qui est déjà arrivé. Je pense toujours que on n'a jamais été en arrêt de travail et qu'on se mettra sûrement pas en arrêt de travail. C'est ce qu'on se dit. En fait, pour l'instant, tout va bien, mais qui dit que demain, pas un accident, mais malheureusement, on peut pas anticiper l'avenir. Et donc, la meilleure façon de se couvrir, c'est de prévoir. Je prends toujours le cas des salariés. En fait, eux, ils ont déjà une prévoyance qui est incluse et mise en place par l'employeur. Donc, en fait, en cas d'arrêt de travail, ils ont leur revenu couvert. Tandis qu'un indépendant, un travailleur indépendant, lui, personne ne s'occupe de sa prévoyance. Finalement, il n'y a que lui qui doit la prendre en compte. Voilà, tout ce qu'un salarié a, finalement, l'indépendant passe par moi ou quelqu'un d'autre, mais par moi, c'est encore mieux, pour qu'il y ait protection financière de la personne. Donc, arrêt de travail, protection du revenu avec des indemnités journalières. La mutuelle aussi, s'il n'y a pas de mutuelle, faut prévoir tout ça. Donc des cas concrets, une hospitalisation sans mutuelle peut dépasser plusieurs milliers d'euros. Ça dépend de l'accident, dans quel service on est, mais une nuit à l'hôpital, ça chiffre très vite, quoi. Et tu as déjà été confronté à des clients qui du coup avaient pas trop connaissance de ça? Et sur le fait accompli, quoi, ils se sont dit: «Merde, en fait, je suis pas assuré, et là, ça va pas du tout et du coup, il faut que je me trouve une assurance qui correspond mieux à mes besoins». Oui, j'ai des clients, en fait, soit autour d'eux, ils ont eu un cas comme ça assez difficile, donc un accident de moto. Il y a eu un accident de moto et donc l'ami lui a vivement conseillé de prendre un contrat de prévoyance. Et donc, c'est de fait de son expérience à son collègue qu'il s'est dit « Ok, je dois prendre un contrat de prévoyance ». J'en ai aussi une autre, carrément, il lui est arrivé quelque chose. Elle a eu quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, c'est à l'ongle en fait. Ça lui a causé plusieurs semaines, mois d'hospitalisation, d'arrêt de travail et elle avait pas d'indemnité journalière. C'est vrai que la prévoyance, on y pense très peu. Moi, bon, je suis salarié, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que directement, je souscris, mais c'est vrai qu'on pense plus à assurance auto, tu vois, ou habitation, ou ces choses-là que une prévoyance pour un aléa de la vie. Enfin, c'est vrai qu'on y pense beaucoup moins, enfin, je trouve. Ouais, c'est ça. Puis en plus, il y a aussi la prévoyance sur le plan privé. Donc, pour le coup, ça touche même les salariés.
La garantie accident de la vie, si on est à l'étranger et puis que on n'a pas, on doit à prix être rapatrié en France, qui s'occupe de ça? Ça coûte vraiment très cher. Alors que la garantie accident de la vie, elle coûte 9 € par mois et le rapatriement, il est pris en charge. Ce qui est indemnisation par rapport aux préjudices subis, ça c'est pris en compte, mais tout le monde n'est pas encore sensibilisé et informé. Dans le film Le Loup de Wall Street, il y a la scène un peu Vendez-moi ce stylo qui illustre un argument de vente fondamental, souvent négligé en fait par notre enthousiasme à présenter les caractéristiques en fait et les avantages d'un produit. Et ça relève vraiment de la méthode straight line en fait, qui se définit en fait comme étant la ligne droite qui relie le début d'un entretien commercial. Enfin, après je m'y connais pas trop, mais du point 1 à sa conclusion au point 10, si je comprends bien, dans les grandes étapes. C'est vrai que là, en te lançant en tant qu'agent général, il y a cette technique aussi de vente commerciale, tu vois, d'appétence aux sales, que peut-être tout le monde n'a pas. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, même moi, me vendre personnellement, c'est pas évident des fois. Donc, tu vois, de réussir à vendre un produit au quotidien, comment toi, tu vois la vente commerciale, en fait? Avant tout, nous, les agents généraux, puis d'autres, des conseillers en gestion de patrimoine, par exemple, on a un devoir de conseil. Nous, on fonctionne comme ça. On a un premier entretien, on fait un bilan social patrimonial, où on fait vraiment une analyse globale des garanties, qu'elles soient professionnelles, personnelles, patrimoniales. On les met en parallèle avec les besoins financiers. Donc les besoins financiers en cas d'arrêt de travail, les besoins financiers du foyer, pareil, pour subvenir aux besoins en cas de maladie ou d'invalidité. Par rapport à ça, on fait vraiment l'écart. Est-ce que par rapport aux garanties, il y a assez pour subvenir aux besoins? Moi, visuellement, avec des graphiques, je vais du coup apporter vraiment l'éclairage sur la situation de mon prospect. Et par rapport au budget, je vais lui proposer la solution qui répondra aux besoins. Mais voilà, s'il y a un contrat existant à la concurrence, je ne vais pas hésiter à regarder précisément la notice. Parce que du coup, la notice, en général, elle fait, 40 ou 50 pages, si ce n'est plus. Mes clients ou les clients en général qui n'ont pas d'appétence pour les assurances, ils vont pas regarder tout ça. Moi, du coup, je vais vraiment y aller, expliquer clairement pourquoi l'un est meilleur que l'autre. Franchement, je vais pas vendre pour vendre. Je vais vraiment vendre dans le but d'avoir le meilleur conseil possible. Si par exemple j'ai un prospect qui a eu un accident, du dos, en tout cas qu'il a vraiment un lumbago ou une scoliose, quelque chose de... Et donc il est pris en charge là-dessus par sa prévoyance actuelle, je vais pas lui conseiller de souscrire une nouvelle prévoyance parce qu'en fait ça risquerait d'être exclu en garantie. C'est vraiment, je fais attention que ça soit favorable pour mon client avant. Quand tu es agent général, je pense que tu as aussi l'envie de fidéliser ton client sur une large durée. Moi, j'ai pas d'agent, mais c'est vrai que souvent, tu te dis, le client, je le fidélise, il va forcément rester avec moi. Enfin, je pense que ça se base un peu comme ça, sur la durée. Et tout au cours de sa vie, je vais lui resouscrire des contrats, etc. Il aura confiance en moi. C'est vrai que des fois, je pense que l'avantage quand tu as un agent et quand tu n'en as pas, enfin, en tout cas moi, tu vois, quand je me dis, tiens, faut que je souscris un contrat, souvent, tu le fais indirectement via les plateformes en digital, ça fonctionne assez bien, hein. Mais des fois, tu sais pas trop quel contrat prendre. Peut-être moi, ça se trouve, j'ai des contrats cumulatifs avec ma carte bancaire, avec mon assurance ou autre, ou etc. J'en sais rien. Que toi, tu as cet avantage-là, je pense qu'en étant agent, de clarifier les choses et d'avoir des contrats qui sont plus enclin avec les besoins de ton client. Mais ça t'est déjà arrivé, par exemple, que des clients étaient avec toi et au final ont changé du tout au tout parce qu'il y avait une meilleure assurance, une meilleure police d'assurance dans une autre compagnie ou pas encore? Pour être honnête, vu que ça fait bientôt 4 ans, il y a des contrats qui sont plus volatiles que d'autres. L'assurance vie, par exemple, en général, on compte 8 ans. Idéalement, c'est un placement de moyen-long terme. Donc ça, il y a très très peu de volatilité. Mais par exemple, la mutuelle, passé 1 an, en fait, on peut résilier à tout moment.
et aller à la concurrence pour trouver peut-être moins cher avec les mêmes garanties. Donc c'est ce qui s'est passé pour quelques-uns, voilà, malgré le feeling voilà, qu'il y avait avec mon client, etc. Mes clients, bah voilà, des fois ça ne suffit pas, mais bon, après c'est le jeu. Et puis voilà, il y en a certains qui gardent quand même d'autres contrats avec moi. Ils n'avaient pas que la mutuelle. Donc c'est l'intérêt de multi-équiper un maximum mon portefeuille, quoi. Au-delà de la qualité commerciale de vente là, que tu m'as expliqué, pour exercer ce métier en fait au quotidien, pour toi, quelles sont les qualités qui sont vraiment essentielles au-delà de l'aspect humain? Je pense que ça, c'est une évidence. Mais quelle autre qualité, je peux dire, pour toi, c'est vraiment essentiel dans ton quotidien, quoi, dans l'approche d'être agent Il y a un caractère empathique à avoir. En fait, il faut écouter son client. Faut un maximum voilà, le laisser parler, qu'il se sente en confiance. Faut être vraiment prévenant, pas trop dur, pas trop forcé non plus. Je sais pas trop comment on peut pédagogique, je dirais. Puis avoir ouais, une réactivité quand même, ne pas se reposer sur voilà, plusieurs jours. Faut être un maximum là pour le client et être serviable le plus possible. Moi, si je peux appeler mes services pour telle ou telle question, tel ou tel document, franchement, je vais les appeler moi, rester au téléphone quelques minutes au lieu de faire perdre mon temps, le temps de mon client. Et comme ça, bah, je vois tout ça pour qu'il ait le moins de contraintes possibles. Et il faut être persévérant aussi parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Rendez-vous ne marchent pas tous, hein. Ça aboutit pas forcément à un contrat, une signature derrière, donc il faut vraiment faire preuve de résilience et puis avancer, voilà, se dire que bah, si c'est pas celui-là, ça sera un autre, et toujours rester dans le dynamisme en fait. Et là, tu me parles un peu de difficultés. Quelles difficultés tu as rencontrées au cours de tes 3 années? À peu près, plus, tu m'as dit 4 ans tout à l'heure, dans cette aventure-là d'entrepreneuriat. Les difficultés que j'ai eues, alors, bon, il y a eu la première année où vraiment j'ai commencé doucement mais sûrement, d'où l'intérêt du marathon, enfin, parce que du coup il y en a qui commencé plus fort que moi mais au final ils sont plus là à l'heure actuelle. Donc bon bah ça c'était pas très grave de démarrer doucement parce qu'en fait au début, les 6 premiers mois chez AXA, donc Prévoyance et Patrimoine, on a une aide financière qui équivaut à 1600 euros et quelques en cumul du Pôle emploi. Maintenant c'est France Travail, mais c'était Pôle emploi. Bah, du coup, c'était pas. Financièrement, j'étais pas non plus en catastrophe, quoi. Donc ça m'a permis voilà, de me rôder. Et après, au bout du 6e mois, ça allait mieux parce que j'ai commencé à intégrer bah, des réseaux d'entrepreneurs, etc. J'ai eu sur le Pôle emploi une erreur de calcul de mon comptable, de mon ancien comptable. Donc j'ai eu 4000 euros de trop perçus. Donc ça fait toujours... Enfin ça fait jamais plaisir voilà, de devoir rendre tout ça alors qu'au final, nous, on voulait pas gruger, on voulait juste bien faire, sauf qu'en fait, bah, mon ancien comptable n'a pas vérifié si j'étais bien à l'IR ou à l'IS. Dans ma tête, on m'a dit, bah ok, tu te mets à l'IS, comme ça, bah, tu te verses 0, t'auras 100% de ton Pôle emploi. Mais non, en fait, je m'étais déclarée à l'IR, imposition sur le revenu, qui prend en charge, qui prend toute ma rémunération en compte. Et donc, j'avais droit qu'à 70%, pas 100% de mes mensualités ARE. Donc finalement, bah, si on laisse traîner 1 an ou 1 an et demi, je sais plus tout ça, bah, on arrive bah, aux 4000 euros facilement, quoi. Donc ça fait pas plaisir, mais c'est pas grave. Et puis, ouais, non, franchement, le conseil de son comptable, avoir un bon expert comptable, c'est super important. Parce que, bah, pareil, là, l'année dernière, j'ai eu un rattrapage de cotisation sociale assez important que j'aurais pu alléger si j'avais pas écouté du coup bah pareil hein, mon ancien comptable. Ça c'était un peu compliqué l'année dernière. Toutes les cotisations sont redevenues normales. C'est beaucoup mieux maintenant. je respire à nouveau. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop quand tu dis entrepreneuriat, c'est vrai que côté finance, bah après il faut que tu sois avec un expert comptable, etc. Il faut toujours réussir à en choisir un bon. T'as réagi comment personnellement quand t'as appris d'un coup là, que tu vas devoir donner 4000 balles
à l'État? Bah, j'avais envie d'appeler l'ordre des experts comptables. D'ailleurs, je l'avais fait, mais le truc, c'est qu'ils sont très très protégés par l'ordre, justement. Donc, si ça nécessitait que moi je fasse appel à un avocat, que ça me coûte du temps, de l'énergie, de l'argent, mais que derrière, on est sûr que finalement ils auront gain de cause, bon bah voilà quoi. Mais bon, c'est énervant de pas avoir un bon conseil ou qu'ils fassent pas les choses consciencieusement. Tu me parlais en off quand on a échangé la première fois ensemble, tu me parlais de clients orphelins. Ça m'avait fait, j'étais un peu choqué du terme, c'était marrant, mais est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Client orphelin, donc ouais, c'est pas très cool. Même, enfin vraiment, c'est pas cool parce qu'en fait, il se retrouve d'un agent général qui s'occupait d'eux, qui a un interlocuteur privilégié, avec quelqu'un à qui demander quelque chose, avoir un contact direct. Et quand cet agent général prend sa retraite, par exemple, ou je sais pas, c'est son activité, mais c'est beaucoup le cas de la retraite, et ben il n'y a pas forcément quelqu'un qui récupère le portefeuille. C'est AXA à Paris qui reprend, qui rachète le portefeuille. Et donc là, il n'y a pas forcément d'agent général qui est tout de suite attribué. Donc finalement, on passe d'un service premium à un service un peu moindre parce que la gestion directe, c'est Paris et du coup, on n'a vraiment pas d'interlocuteur privilégié. Donc j'ai déjà eu des clients comme ça. Pour le coup, il faut faire une demande. Je souhaite qu'Ophélie Branson se charge de mes dossiers. Moi, j'envoie ça à l'administration commerciale. Derrière, moi, il faut que je rachète les contrats, le ou les contrats. Je récupère pas un client gratuitement, en fait. Moi, ça a un coût pour moi. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais voilà, quoi. Ça dépend de l'investissement et puis derrière, ce qui est possible de faire. Et du coup, comment tu développes ton portefeuille client principalement? C'est avec la vente directe ou comme tu dis là, leur rachat un peu massif ou quotidien ou périodiquement de clients, enfin du moins de package clients, enfin d'autres agents. Comment tu fais? Pour développer mon portefeuille, je fonctionne avec le bouche à oreille. La recommandation, je devrais la demander plus souvent parce que du coup, chez AXA, de base, en formation, on est formé à la prise de recommandations parce que ça nous génère moins de travail derrière, enfin moins de travail de prospection. Finalement, un client qui est satisfait et qui nous donne des noms, ce sera plus facile de transformer derrière la signature, d'avoir des contrats en plus. Donc le contact est plus facile dans ce sens-là. Si je suis présente sur les réseaux d'entrepreneurs, les clubs d'affaires, que ce soit Dinabuy, Bouge ta boîte, si des petites assos qui coûtent moins cher, c'est pas des clubs d'affaires pour le coup. La cotisation elle est moindre, mais moi je me dis que ça me fait rencontrer du monde et que ça me fait monter en compétence avec les matinales des fois qui sont animées par certains experts. Donc je suis au club TPE et au comité d'administration d'ailleurs du club TPE. Je m'engage et puis du coup ça me fait aussi être active dans le milieu parce que finalement tout le monde se connaît quoi. Enfin, plus on va sortir de chez soi, on va dire, plus on va rencontrer du monde et puis plus on se rend compte que le monde est petit. Donc ça fait des rencontres et des contacts intéressants. Et t'étais quelqu'un de timide ou pas du tout pour réussir à aller prendre des contacts, etc. Ah non, je suis... c'est ça, une qualité aussi à avoir, je pense, c'est être sociable. Parce que si on n'aime pas trop prendre la parole ou aller... je dis pas que ça peut pas marcher, hein, mais c'est une facilité quand même pour moi d'aller dans les réseaux et de parler à quelqu'un que je connais pas sans me poser 10 000 questions et puis y aller tout simplement quoi. Quand tu souhaites acheter des packages clients, etc., un portefeuille client, est-ce que tu t'analyses la rentabilité du portefeuille ou en amont, ou tu dis sur ce type de portefeuille je vais pouvoir gagner tant, c'est un avantage pour moi, là je préfère m'orienter sur, parce que tu me parlais juste avant par exemple des mutuelles, ou s'il y a plus de portefeuille client qui est orienté sur des mutuelles, potentiellement tu vas acheter un client qui peut-être dans 1 an ou 2 va déjà partir, alors qu'à contrario si tu as une prévoyance ou une assurance vie, tu sais que c'est un peu plus long. En fait je termine de rembourser un prêt de 30 clients, donc c'était à peu près 9 000 € le coût que ça représentait. Du coup, AXA m'a fait un mix en fait
de plusieurs profils, donc que ce soit au niveau de l'âge, au niveau des contrats. Et du coup, il y a 10% de décote au cas où, derrière, il y ait une chute de contrat. Voilà, s'il y a une résiliation, un rachat d'assurance vie, quelque chose comme ça. Au moins, ils m'ont fait un geste, on va dire, au début pour anticiper ce genre de choses. Mais moi, je peux tout à fait analyser aussi la commission récurrente que je récupérerai sur ce client et voilà, analyser tout ça moi-même. Je l'avais fait grossièrement, on va dire, ça fait une opération blanche, mon petit portefeuille de 30 clients que j'avais racheté. Entre ce que je rembourse et ce que ça me rapportait, en fait, c'était, on va dire, kiff-kiff. Toi, du coup, le fait d'être un peu estampillé AXA, ça t'aide quand même d'au-delà d'être un peu comme, je sais pas moi, les CIF, les conseillers financiers ou les gestionnaires de patrimoine. Bon, là, t'es peut-être pas trop estampillé direct. Là, t'es vraiment estampillé AXA un peu quand même. Ça t'aide vraiment au-delà du démarrage, du portefeuille, etc. Tu vois d'autres collègues à toi qui sont plus indépendants, qui sont pas vraiment estampillés avec une marque réelle, une différence de progression en termes de performance? Je pense que ça aide quand même d'avoir une grande image de marque comme ça qui est justement rattachée à notre activité, parce que c'est un gage de sérieux, de professionnalisme, de qualité de service, de service client derrière, de solidité financière. Il y a beaucoup d'atouts, je pense, qui peuvent être cités. Voilà, moi j'ai plaisir en tout cas à travailler pour un groupe mondialement connu. Voilà, j'ai pas besoin de justifier finalement de la solidité, quoi. Tout le monde connaît et je pense que ça rassure des fois, pas tous, hein, peut-être que il y en a, ils s'en fichent un peu de la compagnie dans laquelle ils souscrivent, mais je pense que ça rassure quand même pas mal. Et alors, on parle quand même de plus en plus de la retraite par capitalisation ou alors l'assurance vie, etc. Selon toi, comme c'est quand même ton quotidien d'avoir les clients sur le terrain, comment a évolué vraiment le rapport des Français vraiment à l'assurance ces dernières années, enfin du moins depuis que tu as commencé en fait l'entrepreneuriat, à peu près 4 ans? Est-ce que toi, tu vois une différence entre ton début de lancement et maintenant, à terme? Surtout avec les problématiques qu'on voit actuellement de conjoncture économique? Les Français, ils s'inquiètent de plus en plus pour la retraite, par exemple, donc ils se disent non, mais de toute façon, on n'aura pas de retraite, donc à quoi bon mettre quelque chose en place? Mais en fait, justement, c'est en mettant quelque chose en place que on va sauver votre retraite, quoi. Parce que l'État, je leur explique que vraiment le système par répartition actuellement, il est plus viable et que finalement il y aura plus assez d'actifs pour payer les retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Clairement, mathématiquement, il y aura plus assez de sous pour payer les retraites. Donc finalement, on est l'un des derniers seuls pays à fonctionner comme ça, mais tous les autres pays du monde, ils sont déjà en avance là-dessus, c'est-à-dire que les plans d'épargne retraite, la retraite par capitalisation, ils savaient déjà faire tout ça. Sauf que nous, on s'est jamais trop posé la question. Mais finalement, les familles font de moins en moins d'enfants par rapport à avant. Il y a moins d'actifs et il y en aura moins même dans les générations à venir. Les progrès médicaux qui font que l'espérance de vie augmente fortement, la balance elle est pas du tout équilibrée, quoi. Je pense que les Français s'inquiètent beaucoup et c'est pour ça que le PER a beaucoup de succès, je pense. Mais il y en a qui ne le connaissent pas encore. Ah oui, pour toi, t'en as, en tout cas, quand ils viennent te voir, ils ont pas encore des notions par rapport à ça? Ouais, il y en a, ils connaissent pas, et puis ça devient un peu plus rare, mais le fait de payer moins d'impôts et en en préparant la retraite, finalement, c'est deux avantages qui sont pas négligeables, donc voilà, il y en a, ils sont un peu frileux parce que c'est pas débloquable à tout moment, c'est une épargne de long terme. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc, ok, les versements sont déductibles du revenu imposable, mais effectivement, cet argent, il sera disponible qu'à la retraite ou alors qu'à déblocage anticipé, mais il n'y en a que 5. Donc, voilà, il faut vraiment construire une stratégie d'épargne cohérente, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est hyper important pour même un salarié, je dirais, qui lui cotise mieux qu'un indépendant.
mais les travailleurs indépendants, il y en a de plus en plus maintenant. Ça se développe beaucoup plus vite qu'avant, les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, mais finalement, on cotise pareil, hein, comme la prévoyance, on n'a pas de retraite complémentaire intéressante, donc le PER, c'est clairement indispensable. Et ça, pour toi, c'est un vrai besoin client que tu retrouves au quotidien? L'assurance retraite, la retraite, complémentaire que tu peux te faire, via un pair, Je traite souvent un point par point. J'aime pas vendre, on va dire, 3 ou 4 solutions d'un coup. Enfin, j'aime bien y aller piano piano. Le plus urgent, on va dire, c'est s'occuper de la prévoyance. Parce que du coup, plus vite le questionnaire médical est rempli, et mieux c'est. Parce que si on traîne là-dessus et que, en attendant la réflexion, il y a eu un accident, potentiellement l'accident, il sera pas couvert parce qu'on n'a pas été assez vite sur la demande d'adhésion et les démarches pour l'acceptation médicale. Donc, je traite en priorité des choses qui sont plus urgentes pour moi. Donc, la prévoyance, la mutuelle, on fait un point pour voir si effectivement il y a des implants dentaires à faire et que du coup la cotisation est plus intéressante. Bon ok, on s'en occupe aussi, c'est du concret. La retraite, le minimum, je commence avec 50 € par mois. En général, pour avoir une alimentation légère, un budget correct, mais quand même mettre le pied à l'étrier. Ça va venir compléter tout ça. et on parle beaucoup de personal branding, à l'instar un peu de Caroline Mignot avec son livre, From Zero to Hero, un peu bâtir son influence sur les réseaux. Moi, je t'ai connu en feuilletant LinkedIn, comme quoi les réseaux, ça a un fort potentiel. Pour toi, est-ce que LinkedIn, c'est un vrai levier, de croissance pour ton activité? Clairement, je fais 2 posts par semaine. Minimum, j'essaye de m'astreindre à 2 posts par semaine. Mais c'est clair que c'est un vivier de contacts et un post, j'ai un peu plus de 5000 abonnés actuellement. Quand je poste, je me dis, je fais de la pub auprès de 5000, même si ils vont pas tous sur LinkedIn, mais la force de frappe est quand même assez grande. Et, et clairement, plus le réseau se fait, plus moi j'ajoute des nouveaux contacts, et plus derrière mes posts seront vus et regardés et commentés. Donc finalement, ça monte dans l'algorithme. Et voilà, j'ai eu des contrats du coup grâce à LinkedIn, donc c'est que vraiment ça porte ses fruits. J'ai tourné un épisode, le week-end dernier avec une personne qui était dans la com chez AXA d'ailleurs et qui parlait, en tout cas, que souvent les agents maintenant en fait, au-delà d'être estampillés, AXA en termes d'image et cetera, travaillent beaucoup sur leur propre personal branding à eux, mettre d'abord leur image à eux et après parler de l'entité pour laquelle ils vendent des produits. Toi, tu le vois aussi comme ça, au quotidien, quand tu approches un client? Ouais, vraiment, c'est indispensable en fait que notre prospect, notre client puisse, puisse avoir des points communs, puisse se trouver pas attirés, mais qui puisse avoir un feeling en fait avec la personne, la personnalité, c'est important, ça crée du lien. Moi, ce que je fais, 2 posts par semaine, en général, il y a un post où je peux parler un peu plus de moi. Le dernier, c'était mon week-end prolongé en Bretagne. Donc, j'ai parlé justement un peu de mon côté perso, mais sans trop aller dans le perso non plus, parce que ça reste un réseau professionnel. Le sentiment d'appartenance, c'est important de montrer qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des commerciaux requins, et puis qu'on aime avoir cette proximité en fait. On a tellement une mauvaise image, les assureurs, que vraiment moi j'essaye de déconstruire un maximum ce préjugé, voilà. Et puis d'être authentique sur les réseaux sociaux. Et AXA, il t'accompagne par rapport à ça? Vous avez des formations ou un peu
des idées de posts ou même des campagnes à faire, etc. On a un pack visibilité ou un pack digital, je sais plus. En fait, moi, je l'ai pas souscrit parce que ça aide, on va dire, à avoir du contenu. Mais moi, je préfère me faire moi-même le contenu. J'ai été accompagnée pendant 5-6 mois par une indépendante dans Bouge ta boîte qui m'a fait des posts 2 fois par semaine et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. Du coup, je me suis dit, ok, bon, bah c'est bon, j'ai compris, je vais le faire. Je suis rodée, on va dire, toute seule. Mais AXA peut accompagner avec l'aide de supports numériques, on va dire, d'images préfaites avec le branding AXA, la charte graphique AXA. Mais le truc, c'est que je pense que tout ce qui est justement pub, trop branding, trop AXA ou autre, bah finalement ça attire pas du tout parce que ils voient ça, les gens de LinkedIn, comme de la vente pure et produit. Alors qu'en fait, ils s'intéressent vraiment à l'humain, quoi. Donc pour moi, je préfère aborder quelque chose, même en vidéo. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos vraiment où j'en parle plutôt que de mettre bah voilà, des pubs, on en voit déjà partout, que ce soit à la télé ou les supports publicitaires, voilà, donc j'essaye d'en mettre le moins possible parce que vraiment... Les réactions d'ailleurs, ça se fait ressentir, hein, vraiment, par rapport à un post authentique, sans pub, on va dire, grossière, bah il y aura plus de réactions, de commentaires que un chose bateau, traditionnelle dans la vente d'un produit. Et toi qui es sur le terrain, tu m'en parlais un peu juste avant, mais tu as eu des idées reçues sur ton métier ou job ou assurance en règle générale? Clairement, assureur-voleur, bah, c'est le... voilà, c'est le préjugé numéro 1. Mais bon, après, voilà, hein, il y en a... Bah, c'est le principe de l'assurance, mais finalement, quand il nous arrive quelque chose, c'est quand même... on est bien content d'avoir son assurance. L'assurance auto, on se pose pas de questions, elle est obligatoire. Donc, ok, on n'a peut-être jamais eu d'accident de voiture, bah c'est tant mieux. Il y a un bonus pour ça d'ailleurs. Mais voilà, la prévoyance, c'est une assurance facultative. Et c'est là que bah, y a du doute des fois qui s'installe chez des prospects, chez les clients. Ils se disent, bah, c'est facultatif, donc pourquoi je mettrais de l'argent là-dedans? Sauf qu'en fait, s'il y a vraiment le pépin qui arrive, on se rend compte qu'on aurait dû cotiser, quoi. C'est marrant parce que assureur-voleur, j'en entends beaucoup de fois. Bah c'est ça en fait, faut avoir vraiment... moi je pense que le fait que je sois honnête, transparente, bienveillante, une démarche assez friendly on va dire, douce et comment... Ouais, dans la bienveillance, enfin vraiment juste pour être prévenant, je pense que c'est apprécié par mes clients. Et t'en parlais un peu avant sur la personne qui t'a aidé dans ta communication LinkedIn. Bah, j'ai cru comprendre que tu étais également engagée en tant que boosteuse via Bouge ta boîte, qui est, de ce que j'ai compris, un réseau d'affaires 100% féminin pour toutes les entrepreneuses. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Bouge ta boîte, bah, je l'ai découvert grâce à AXA, ma formation, parce qu'ils sont partenaires. C'est un réseau d'affaires féminin et je me suis pas tout de suite inscrite dans ce réseau suite à ma formation AXA. Que bah voilà, je me suis dit bon, je vais faire déjà de moi-même et puis on verra. Finalement, 6 mois après, bah, j'ai adhéré. Et il n'y avait pas de cercle local à Nancy, donc je me suis dit, voilà, faut faire quelque chose. Il y a tellement d'indépendantes à Nancy, vraiment. J'ai envie de faire quelque chose là-dessus. Et donc, le 7 novembre 2022, le cercle officiel à Nancy de bougeuses a été lancé. Donc, j'ai été à l'initiative de ça. Et puis, là, sur 25 bougeuses maximum par cercle, on est 22 ou 23 actuellement à Nancy. Donc, on est presque au taquet et ça fonctionne super bien. On se recommande, on s'aime bien même dans le côté perso parce qu'on fait aussi des after-work plus détentes, c'est pas que business, mais il y a aussi l'aspect sororité, entraide qui rentre en jeu. C'est vraiment un super réseau, donc effectivement il est ouvert qu'aux femmes. Mais ça c'est parce que Marie-Éloi qui défend, la fondatrice de Bouge ta boîte, qui défend bien les intérêts, elle est super connue
dans les médias, la presse, pour ça. Mais on a besoin en fait d'impulsion plus que les hommes, parce qu'ils ont déjà confiance en eux, les hommes, alors que les femmes, on a un peu plus le syndrome de l'imposteur. On a aussi les préjugés sur être maman, donc on doit s'occuper des enfants. Il y a moins de questions des fois sur les sujets-là pour les hommes. Et donc c'est pour ça que on est entre nous et on s'entraide sans tabou. Du coup ça fait du bien. Ça fait une bulle pour respirer et puis pour se confier même des fois. Et aussi pour se booster le chiffre d'affaires. Ça c'est le nerf de la guerre. Et du coup, tu trouves de la synergie par rapport à tout ça aussi? Enfin, entre vous, parce que je pense après chacun a son propre domaine d'activité, mais chacun peut apporter un plus à l'autre aussi. Ça peut être aussi un bon moment de partage. Oui, clairement. Bah, franchement, il y a une décoratrice d'intérieur, il y a une architecte aussi, donc finalement, ça fait une synergie. La décoratrice d'intérieur, elle a déjà travaillé avec notre agent immobilier. En fait, naturellement, il y a des synergies qui se font. On a même parlé de troc, par exemple. Un massage offert en échange d'un atelier bar à perles, par exemple, avec voilà, notre bougeuse créative. Ça peut être vraiment un échange comme ça de bons services. Moi, je peux pas le faire parce que c'est réglementé. Voilà, il y a une cotisation, hein, je peux pas l'annuler. C'est AXA, voilà, qui oblige ça, même toutes les compagnies d'ailleurs. Mais c'est plus facile pour d'autres domaines d'activité. Je travaille bien avec justement une courtière en prêt immobilier. Bouge ta boîte à Nancy. Vraiment une synergie intéressante et qui est présente nécessairement, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Est-ce que tu as un livre à me recommander? Eh ben, je suis donc Guillaume Simonin, c'est le créateur des feuilles volantes. Donc en fait, il a un guide visuel d'éducation financière. Je m'en sers aussi pour présenter à mes prospects, mes clients, pour mieux comprendre, faciliter en fait le jargon technique. Parce que visuellement, on comprend des fois plus de choses que quand on lit, quand on dit à l'oral. Donc en fait, c'est un vrai support très intéressant. Vraiment, je le recommande à 100%. Et avec le recul, quel conseil t'aurais aimé te donner à J1 au premier jour, quoi, quand tu t'es lancé dans cette aventure? Tout de suite m'entourer d'un réseau d'entrepreneurs, d'aller à la rencontre de clubs d'affaires, que ce soit vraiment rencontrer du monde pour dynamiser le lancement. Parce que c'est difficile quand on n'a pas de vitrine de se faire voir. Moi, je travaille en télétravail. J'ai choisi du coup de pas avoir de bureau. Dans tous les cas, on peut pas avoir d'agence pignon sur rue parce que ça, c'est les agents généraux en agence. Donc, c'est ceux qui font tout. Auto, habitation, prévoyance, mutuelle, de tout. Voilà, moi, j'ai choisi vraiment d'avoir une autre approche, une autre démarche. Les 6 premiers mois où j'ai pas adhéré à des réseaux parce que je les connaissais pas vraiment. Je savais pas trop ce que ça donnait derrière. Faut commencer comme ça, quoi. C'est l'un des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'agent, c'est avant de se lancer dans cette étape-là, se créer un mini réseau en amont, avant de commencer la démarche et de se dire, bon, bah voilà, maintenant je me lance, c'est officiel. En fait, oui, on peut le faire soit en parallèle du lancement d'activité. En amont, de toute façon, il y a déjà un process de recrutement chez AXA Prévoyance et Patrimoine où il y a un mapping. Donc en fait, le mapping réseau, on va répertorier tous nos proches, notre réseau professionnel. Moi, mon réseau, il était finalement assez vite vu parce qu'il y avait ma famille, bien sûr, les amis de ma famille, les amis de ma sœur que je connais, mes amis, moi personnellement, mais il y a aussi les personnes que j'ai rencontrées lors de mon alternance. J'avais pas le potentiel de réseau quelqu'un qui se lance à 40-45 ans. Mais vraiment, dans mon cas particulièrement, quelqu'un qui est jeune et qui a pas beaucoup de réseau, vraiment, faut le créer, quoi. Donc là, une petite phrase à trous pour terminer cet échange. Mon super pouvoir secret en tant qu'agent général, c'est, entre parenthèses, celui que même tes clients ne doivent pas deviner tout de suite. Moi, sur LinkedIn, je m'appelle la fée de la protection financière. Donc c'est transformer vos craintes en rêves.
C'est-à-dire ne jamais avoir de galère financière, avoir prévu tout ce qu'il faut pour que les enfants soient protégés, le conjoint. Je peux pas guérir non plus, mais en tout cas, je peux vous permettre de vivre sereinement sur le plan financier. Et comment tu as trouvé cette terminologie, si je puis dire, une fée? En fait, je pense qu'il y a des gens qui faisaient pareil, un jeu de mots avec leur prénom. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, il y a le mot fée. Enfin, il y a le son, fée, Ophélie. J'ai trouvé ça un peu toute seule, en me creusant la tête. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et finalement, bah, on me dit beaucoup que y en a qui se souviennent de moi avec ça. Et pas mon nom, prénom, mais juste fait de la protection financière. J'ai déjà eu un retour là-dessus, donc je suis contente. Du coup, comme quoi, c'est une vraie force de marque, en fait, personnelle, quoi. Ouais, voilà, personal branding, tout ça, il faut travailler ce qu'on peut, en tout cas, et puis ouais, ça, c'est intéressant d'avoir son propre slogan. Et pour finir, est-ce que tu me recommanderais qui comme invité dans un prochain épisode? Dans le milieu des assurances, donc bah, j'ai une bougeuse avec qui on fonctionne bien en synergie, c'est Sophie Henry. Donc c'est Athéna Courtage. Voilà, je pense qu'elle sera ravie. Qui est du coup courtière, c'est ça? En tout cas en assurance. Elle est courtière en prêt immobilier et elle fait aussi tout ce qui est responsabilité civile professionnelle, qui est indispensable pour les indépendants. Si on me demande quelque chose là-dessus, je vais l'orienter direct vers elle, quoi. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Je suis très content d'avoir découvert un peu plus le milieu d'agent, qui était pour moi un peu obscur. Là, c'est un peu plus clair. Merci beaucoup. Et ben avec plaisir, hein. Franchement c'était sympa, c'est assez nouveau pour moi de faire un podcast parce que j'ai fait une vidéo pitch il y a pas longtemps, donc passer à la caméra pendant 1 minute 30, mais là ça a été plus long et les questions étaient vraiment pertinentes. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine et puis à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.